Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI à la une de ce 20h. Le FICA a 20 ans d'existence. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole fait son bilan. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani salue les réalisations. En 2 décennies, plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Reste à assurer l'inclusion financière des acteurs du terrain. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique poursuit sa campagne de digitalisation de l'administration ivoirienne. Les avantages sont énormes. L'usage du numérique, selon le ministre Amadou Coulibaly, a permis à l'administration publique ivoirienne d'économiser 50 milliards de francs CFA cette année 2023. Et la Côte d'Ivoire se prépare à offrir la meilleure CAN à l'Afrique. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a réceptionné les clés du parc des sports de Treichville, symbolisant ainsi la réouverture de ce stade qui avait été fermé pour des travaux de rénovation. Il peut désormais accueillir des matchs de Ligue 1. En France, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a poignardé plusieurs personnes dans un lycée situé dans le nord du pays. Un enseignant a trouvé la mort, 2 autres personnes ont été blessées. L'assaillant a été interpellé par la police. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le FICA a 20 ans. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole fait son bilan pour marquer cet anniversaire. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, salue les réalisations du FICA. En 2 décennies, plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés et la Côte d'Ivoire est en bonne position dans le classement agricole à l'échelle mondiale, nous dit Lansene Bakayoko. Les challenges actuels portent sur la mobilisation des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de financement des filières de production alimentaires non cotisantes. Il faut dire que le FICA a tout fait pour le secteur carité. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des chevrolleurs, des moulins. Il s'agit désormais de transférer des innovations agricoles adéquates auprès des producteurs afin d'augmenter leur productivité, améliorer leurs revenus et réduire la pénibilité du travail. L'enjeu étant de mettre l'emphase sur le positionnement stratégique pour plus d'efficacité dans l'accompagnement de la transformation structurelle des chaînes de valeur agricole et de promotion de l'agro-entrepreneuriat. Ces financements ainsi mobilisés ont permis d'assurer la fourniture des services relatifs au programme de recherche appliquée, de conseil agricole et de renforcement des capacités des OPA. En mettant en place le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le gouvernement a voulu donner une réponse à la récurrente problématique de financement des filières de production végétale, forestière, animale et halieutique. 2 décennies plus tard, les résultats de la mobilisation des ressources en ligne avec cet objectif sont encourageants. De 2004 à ce jour, près de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des filières agricoles de l'État et des partenaires au développement. Plus de 1000 projets ont été exécutés au profit de 25 filières agricoles. Les autres défis à venir portent sur la promotion de l'inclusion financière des acteurs agricoles, ainsi que sur la recherche-développement via la promotion de l'assurance indiciaire et la sécurisation des revenus. Et les défis restent aussi à relever dans le domaine du numérique. Justement, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique poursuit sa campagne de digitalisation et de l'administration ivoirienne. Amadou Coulibaly invite les acteurs à s'approprier l'outil informatique pour un meilleur rendement professionnel. Les avantages sont énormes. L'usage du numérique, selon le ministre Amadou Coulibaly, a permis à l'administration publique ivoirienne d'économiser 50 milliards de francs CFA cette année 2023. Marina Menza, Walter Amadou Ouattara. Le Comité national de digitalisation, depuis sa création le 26 septembre 2022, prône une administration zéro papier d'ici 2030. Pour y parvenir, les atouts de la digitalisation sont présentés au directeur des systèmes d'information DSI. On attend d'eux déjà une grande implication. L'avantage aujourd'hui est de pouvoir suivre une feuille de route
coordonnée à travers la stratégie qui a été établie jusqu'à l'horizon 2025, de pouvoir faire une économie des ressources. Ils sont plus d'une cinquantaine, ces DSI, des entités gouvernementales qui voient leur capacité renforcée à travers la présente session. Au ministère des Sports, on n'a plus besoin de se déplacer pour venir prendre une attestation ou une autorisation de sortie du territoire. On peut le faire de chez soi. On a accès quasi permanemment aux informations. Pour quelqu'un qui veut savoir combien de médailles on a eu dans le deuxième trimestre ou le troisième trimestre de l'année, il suffit d'aller sur ce système intelligent-là qui va générer ces informations fiables, protégées aux usagers. Promouvoir les engagements pour la transformation digitale de la fonction publique constitue une priorité pour le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Pour que ces plans se concrétisent et que la transformation numérique devienne une réalité, il est important que les ressources humaines chargées de les mettre en œuvre travaillent en étroite collaboration. Les directeurs des systèmes d'information qui sont en première ligne doivent être mobilisés, sensibilisés et même formés quand cela est nécessaire. En fin 2023, l'opérationnalisation de la digitalisation va permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 50 milliards de francs CFA, selon le directeur des systèmes d'information du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Des partenariats sont en projet en vue d'assurer une transformation fluide vers une administration entièrement numérisée, efficiente et résiliente au service des citoyens. L'axe Berlin-Yamoussoukro se renforce. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne renforcent leur coopération pour le bien-être des populations. Plusieurs projets de développement sont en ligne de mire. Les travaux de la 4e session des négociations intergouvernementales débutées hier jeudi viennent de prendre fin. Les attentes en faveur d'un financement pour les projets ont été exprimées, nous rapporte Angela Diallo. Une forte délégation allemande présente sur le sol ivoirien. Elle participe à la 4e session de négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. Cette session de négociations nous permettra de procéder à l'examen de l'état de notre coopération et d'envisager de nouveaux axes de coopération. Sur la table, l'examen de plusieurs dossiers, parmi les sujets clés, l'énergie, l'environnement et l'agriculture. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne partagent vraiment la même opinion sur des questions mondiales cruciales. L'Allemagne intensifiera son appui à la Côte d'Ivoire dans l'optique aussi d'étendre le réseau et les énergies renouvelables, ainsi que de développer le marché et promouvoir l'emploi. Une opportunité pour les experts ivoiriens de présenter les attentes et les ambitions du gouvernement dans le cadre de la recherche de financement pour la réalisation des projets liés au PND 2021-2025. La coopération ivoiro-allemande impacte de façon significative le quotidien de nos populations et aussi qui se veut une réponse, une contribution directe à des défis majeurs dans nos sociétés, qui sont l'accès aux ressources énergétiques, la formation, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ces 2 journées de travaux ont été sanctionnées par l'adoption et la signature des procès-verbaux et le renouvellement de l'accord de coopération au développement entre les 2 pays. La coopération ivoiro-congolaise est aussi au beau fixe. La République démocratique du Congo est à l'école de la protection sociale ivoirienne. Une délégation congolaise de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics séjourne à Abidjan et elle s'intéresse particulièrement au régime de retraite des hautes personnalités ivoiriennes. La RDC veut mettre le même système en place, nous dit Serge Coléa. Le dispositif de gouvernance des régimes gérés par l'IPS Ségrae fait école. L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est l'objet d'attention et fait office de modèle réussi auprès des institutions de prévoyance sociale sœurs. C'est le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de la RDC, la République démocratique du Congo, venue s'imprégner du régime des hautes personnalités. En République démocratique du Congo, ce régime n'existait pas encore. Nous avons reçu
des instructions de son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, autorité des tutelles de la SENSAP, instruit par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour l'insertion dans la loi portant régime spécial de sécurité sociale de ces régimes de haute personnalité. La Côte d'Ivoire dispose d'un système de retraite dédié aux personnalités de haut rang. La RDC souhaite copier cet exemple. Le système de pension publique en Côte d'Ivoire offre à toutes les personnalités de Côte d'Ivoire un minimum vieillesse qui leur permet de maintenir leur niveau de vie au regard des hautes fonctions qu'ils ont occupées. Ce régime existe depuis 1997. Il prend en compte la dimension que les personnes qui occupent des fonctions importantes dans ce pays-là ont besoin aussi d'être couvertes pour leur apporter le bien-être dans la seconde étape de la vie, qui est une étape importante qui est la retraite. Et cette convention de partenariat consacre une des visions du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut qu'on développe des relations sud-sud avec les pays africains frères. En mai 2023, à l'occasion du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique tenu à Abidjan, une convention a été signée entre les deux institutions de prévoyance sociale. Et on se souvient de toutes les personnes disparues dans le monde. Une journée internationale leur justement est dédiée afin de ne pas les oublier. Le Comité international de la Croix-Rouge salue les efforts du gouvernement ivoirien en faveur des familles des personnes disparues. Le CICR et le Conseil national des droits de l'homme appellent donc à une solidarité autour de toutes les familles des personnes portées disparues. Konaté Moussa Frankwadiou. Un an avant, difficile de contenir ses larmes. Maïmouna vit avec la douleur de ne plus revoir son père. Son géniteur porté disparu depuis avril 2011. Il est sorti ce matin-là, le 13 avril. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus revu. On n'a pas eu de ses nouvelles, on ne l'a plus revu. L'être cher ou proche disparu sans aucun contact, une incertitude vécue par de nombreuses familles. Où sont-ils? Qu'est-ce qui est arrivé à nos proches? Nous sommes attachés à l'espoir d'avoir un jour de leurs nouvelles et même de les revoir. Plus de 195 000 personnes enregistrées comme disparues dans le monde en 2022, selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. En Côte d'Ivoire, des initiatives sont en cours pour soulager les familles des personnes disparues. En cette année 2023, l'institution que je représente n'a pas été saisie de cas de disparition forcée. Nous voulons considérer cette évolution de la situation comme l'effet positif des actions conjuguées de sensibilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Le CICR a noté avec intérêt un projet de loi du 9 novembre 2022 autorisant le président de la République de Côte d'Ivoire à faire adhérer le pays à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le CICR salue cette initiative et encourage l'État à conduire à son achèvement ce processus normatif important dont la finalité ultime devrait être l'adoption d'une loi nationale spécifique aux personnes disparues, prévoyant entre autres la création d'un mécanisme de coordination pérenne pour la prise en charge des besoins des familles. La Journée internationale des personnes disparues est célébrée le 30 août de chaque année. Il s'agit d'attirer l'attention sur la situation des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches disparus. La commémoration de cette journée est à sa 4e édition en Côte d'Ivoire. Voilà, on ne les oublie donc pas. Les personnes disparues et les familles doivent garder l'espoir. La lutte contre le cancer du sein concentre aussi l'attention en ce mois d'octobre. Octobre rose se poursuit et la lutte se renforce également. La 7e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein a démarré aujourd'hui et les médias sont invités à dédramatiser les informations sur le cancer du sein, à relayer ce message rassurant. Le cancer du sein n'est plus une fatalité dans notre pays. Il se guérit lorsqu'il est dépisté tôt. Halil Diomandi. En novembre 2022, j'ai subi l'ablation du sein droit et j'ai réussi à me remettre en marche. Le médecin qui me suit est très content parce que j'ai de très bons résultats. Tout va très bien. Un témoignage, puis un sourire. Nyamba est la preuve éloquente que le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. C'est ce message d'espoir
que porte l'ONG Ecomédia pour la 7e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les journalistes exhortés à dédramatiser le traitement des informations liées à cette pathologie. Le cancer du sein ne doit plus faire peur. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons les ressources humaines et les infrastructures pour prendre en charge complètement les cancers sans qu'on puisse évacuer les malades à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, les patients peuvent avoir accès gratuitement à certains médicaments contre le cancer. Le cancer du sein, on n'en meurt pas, on meurt plutôt du cancer de l'ignorance. Nous pensons que dédramatiser la maladie est un préalable fondamental. Dédramatiser, mais surtout multiplier les productions journalistiques axées sur la sensibilisation contre le cancer du sein. Nous avons fait le monitoring de 16 médias en ligne sur 1 an et demi. Aucun de ces médias n'a traité sur la période indiquée de questions liées donc à la lutte contre le cancer du sein. Les médias que nous sommes, nous devrons jouer vraiment notre partition. De janvier 2018 au 31 mars 2022, 1179 cas de cancer du sein ont été pris en charge au CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Plusieurs patientes ont bénéficié des soins, bien que n'ayant pas le montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture, subventionné par l'État du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022, s'élevait à plus de 2 milliards de francs CFA. Voilà, stop au cancer du sein et stop également aux maladies non transmissibles. La lutte est engagée sur notre continent. Pour la 6e édition du Forum Galien Africa, une place importante a été accordée aux jeunes et aux femmes. Un panel a été animé par Dr Raymond Goudou Kofi pour présenter le rôle des femmes et des jeunes dans la lutte contre les maladies non transmissibles qui déciment le continent. La mobilisation de ces couches s'impose donc pour freiner ces maladies. Mamadou Kwasi depuis Dakar. Les maladies non transmissibles continuent de décimer le continent africain. Si rien n'est fait dans les 5 prochaines années, le nombre de décès liés seulement à l'hypertension artérielle passerait à 200 millions annuellement, dont plus de 110% en Afrique. Il faut donc agir. Les jeunes et les femmes veulent jouer donc les premiers rôles. À Dakar, ils étaient nombreux à marquer leur détermination à freiner l'évolution de ces maladies non transmissibles. Et vraiment, la médecine traditionnelle et la médecine moderne pourraient vraiment s'associer pour pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles. Et si l'Afrique arrive à utiliser son patrimoine, on pourrait arriver à 0 maladie non transmissible un jour. Ça nous inspire de voir qu'il y a des jeunes comme nous qui innovent, qui apportent un plus à la société africaine. Différents panels animés par le docteur Raymond Goudou Kofi et des experts en santé et en pharmacie du continent africain. Pour ces panélistes, la prévention constitue un élément essentiel dans la lutte contre les maladies non transmissibles. La plupart de ces pathologies peuvent être prévenues non seulement par le sport, mais également, surtout, par l'alimentation saine. Qu'est-ce que nous entendons par alimentation saine? C'est une alimentation sans excès. Éviter les excès d'huile, les excès de sel. Le Forum Galien, qui existe depuis 2018, a 3 aspects. Le premier aspect, c'est le Forum des jeunes. Cela permet de voir des jeunes innovateurs qui viennent parler de ce qu'ils ont inventé, mais ce que cela apporte, n'est-ce pas, à l'Afrique, et plus particulièrement à leur pays. Cela permet également pour des investisseurs de les écouter et de les accompagner si cela est possible. Donc c'est une grande avancée. Pour cette 6e édition du Forum Galien Afrique, les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Alassane Ouattara de Bouaké étaient représentées par les meilleurs étudiants en faculté de pharmacie et de médecine pour les 4e et 5e années. Une présence ivoirienne pour marquer la volonté du gouvernement à impliquer les jeunes dans cette lutte contre les maladies non transmissibles. Et tous en bonne santé, on s'engage pour le développement et la paix. Ici en Côte d'Ivoire, les présidents des régions et les maires continuent leur installation. Kébé Mahamadou est tête de la liste indépendante, vainqueur des régionales dans le Boclé, vient d'être installé et le tout nouveau président du conseil régional appelle à l'unité et à la paix pour le développement de la localité. Michel Digré. Kébé Mahamadou est le seul candidat indépendant à avoir décroché un siège de président de conseil régional au cours des élections locales. Toutefois, il veut fédérer toutes les énergies de la localité pour le développement de la région. Les 2 camps qui se sont
affrontés pendant les élections étaient assis dans une ambiance bon enfant. Et on était encadré donc par les garants donc, de nos us et coutumes qui sont venus donner leur bénédiction. Et nous espérons que cette ambiance-là va régner sur le Boklé pendant 5 ans parce que le développement n'est possible que dans la paix et dans la tranquillité. Nous avons été élus sur la base d'un programme que nous avons présenté aux populations et nous allons nous atteler à mettre en œuvre ce programme. Faire en sorte que dans le hameau le plus éloigné du Boklé, les gens sentent que le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur Philippe Légré et le nouveau maire de Sassandra Kakoumea souscrivent à cet appel. Nous sommes entièrement et foncièrement disponibles pour le développement vrai. Et nous sommes à l'image de son excellence Alassane Ouattara. Ils ont en cœur le président Ouattara. Et moi qui suis là, qui suis soldat du président Ouattara, je ne peux être que content. Député de Sago Dakpadou et président du conseil régional indépendant, mais très admiratif du leadership du président Alassane Ouattara, Kébé Mamadou tape-t-il à la porte du RHDP. Les jours à venir nous situeront à laisser entrevoir le stade du tout nouveau président du conseil régional du Boklé. Et le nouveau conseil municipal de Karakoro dans le Poro a été installé par le préfet de région André Ekponon. Le maire Thieba Thio promet d'œuvrer pour le développement de Karakoro pour le bien-être des populations, nous dit Ami Sissoko. Karakoro, à 16 km de Korogo. Thieba Thio, nouveau maire, est investi dans sa fonction. Après le bilan des 2 mandats du maire RHDP sortant Thio Seriba, passation de charge sous la houlette du préfet de région André Ekponon. C'était en présence des autorités administratives, traditionnelles et populations. Ce que nous attendons du nouveau maire, on attend le développement. On a le problème d'antenne ici surtout. De l'antenne téléphonique. Maintenant, les rues, les voies là vraiment, on veut qu'on arrange ça pour nous. Thieba Thio était le premier adjoint du maire sortant Seriba Thio. Ce dernier, après 2 mandats, n'a pas souhaité se représenter. Il affirme qu'il part avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Le nouveau maire de Karakoro rassure la population qu'avec le soutien de ses 32 conseillers, il va œuvrer pour le développement de sa commune, dans la fraternité et la cohésion sociale. Ma priorité, c'est le développement de Karakoro, rien que ça. Et dans ça, il y a des actions qui sont inscrites. Par exemple, il doit faire un pont reliant 2 localités. Il y a le reprofilage que je compte reprendre. En plus de ça, il y a des centres de santé. Moi, il y a 2 centres de santé qu'on va mettre sur pied. Il y a 2 écoles, 2 bâtiments que je compte construire dans 2 localités. Donc vraiment pour l'heure, c'est les priorités. Candidat indépendant, Thieba Thio est élu avec 52% des voix. Il est le 4e maire de Karakoro. Et à Fronan, le nouveau maire a aussi pris fonction. Il s'engage à œuvrer pour le bien-être de ses administrés. Nous explique Geneba Ouattara et Soro Corona. Passation de charge entre Thio Gustave, le maire sortant, et le nouveau magistrat du Fronan, commune du département de Katoula. Acte administratif qui marque la prise officielle de fonction de Kinapara Koulibaly, nouvellement élu à la tête de la commune. Le nouveau maire reçoit également les attributs liés à sa fonction. Cette cérémonie de passation de charge, supervisée par le secrétaire général de préfecture de Katoula, s'est déroulée en présence des autorités administratives et des filles et fils de la localité. Kinapara Koulibaly entend continuer l'œuvre de développement entamée par son prédécesseur. Je tiens d'abord à remercier toute la population pour la confiance qu'ils m'ont faite en m'élisant à la tête de la commune de Fronan et leur dire également qu'ils peuvent compter sur moi. Et moi également, je compte sur eux pour que tous ensemble, nous puissions travailler pour faire de Fronan une commune où il fait mieux vivre. Thio Gustave, maire sortant, félicite le nouveau maire et s'engage à accompagner la nouvelle équipe municipale. Des témoignages et hommages ont été rendus à l'ancien maire pour le travail abattu et son dévouement en faveur du développement de Fronan. Le secrétaire général des préfectures, Paulé Tia Eliane, représentant le préfet de Katoula, demande au nouveau conseil municipal d'œuvrer pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'entente afin qu'il réussisse sa mission pour le bien-être des populations. Kinapara Koulibaly est le 5e maire de la commune de Fronan et il sera épaulé dans sa tâche par 4 adjoints dans sa nouvelle fonction.
Voilà, et dans la page religion de ce 20h, notez qu'ils étaient 106 pèlerins en Israël sur la terre sainte du christianisme à Jérusalem. Des pèlerins partis pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, une paix dont aura bien besoin le Proche-Orient. Le Proche-Orient où Israël et le Hamas sont en guerre depuis samedi et les 106 Ivoiriens par vague sont rentrés au pays. Franck Quadio. La joie d'être enfin chez soi. Les pèlerins ivoiriens revenus de la terre sainte du christianisme, Jérusalem, et là-bas la réalité israélo-palestinienne touchée du doigt. Les souvenirs sont encore vivaces et entremêlent chez Damoyen inquiétude et soulagement. Et ce, après avoir été bloqués plusieurs jours en territoire israélo-palestinien. On a eu chaud vraiment quand on était à Jérusalem. Ça n'a pas été facile. On voyait de partout les balles en tout cas qui traversaient. Les gens couraient de gauche à droite, c'était pas vraiment facile. Prière, supplication, mise à l'épreuve, la vie du chrétien en somme, qui plus est à Jérusalem, cela a vraiment du sens. Ce pasteur raconte d'ailleurs les péripéties du dernier jour, le samedi. Alors que nous étions en territoire palestinien, on a pu sortir rapidement de Bethléem, c'est la grâce que nous avons eue. Et après Bethléem, on est allé se cacher dans un petit village appelé Taïbé. Et c'est un de nos guides qui est juif qui est venu nous sortir de là parce que la rue où ça allait, on risquait d'être bloqué. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vite pour aller à Nazareth. C'est de Nazareth que nous avons pu prendre un car la nuit, le lundi nuit, pour nous rendre à Tel Aviv, pour rentrer sur Turquie. La Palestine, Istanbul en Turquie via Tel Aviv, que d'émotions vécues par pèlerins et accompagnateurs, dont le journaliste de la RTI, Lassina Ouattara, envoyé spécial. Vu la situation d'urgence, avec l'annulation de tous les vols internationaux, il faut dire que la Turquie était le pays qui était le plus proche, mais qui desservait encore Israël. Et à partir de là, il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient du monde entier et c'est en Turquie qu'ils atterrissaient. Donc ça a été difficile pour nous, on a passé, on va dire, 48 heures à l'aéroport d'Istanbul. 75 pèlerins arrivés ce jour et accueillis par le directeur général des cultes. Nous avons reçu instruction de tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes puissent sortir de la zone dangereuse. Grâce à l'entregent de M. le Président de la République, nos autorités diplomatiques ont permis à nos pèlerins de sortir et de se retrouver en Turquie. Ils étaient en tout 106 pèlerins pris en charge par l'État ivoirien et tous rentrés sauf des pèlerins, malgré tout, unis en prière pour les peuples israéliens et palestiniens, des peuples dont le conflit ouvert fait aujourd'hui de plus en plus de victimes. Voilà, bon retour donc à Lassina Ouattara, notre collègue, à tous les Ivoiriens qui reviennent donc d'Israël et les prières continuent de monter pour la paix au Proche-Orient. La Côte d'Ivoire se prépare à offrir la meilleure CAN à l'Afrique et les infrastructures avancent. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a réceptionné les clés du parc des sports de Treichville, symbolisant ainsi la réouverture de ces stades qui avaient été fermés pour des travaux de rénovation. Le parc des sports de Treichville peut désormais accueillir des matchs de Ligue 1, nous rapporte Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Après les stades de Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro, c'est au tour du parc des sports de Treichville d'être opérationnel. Ce jeudi, le ministre Paulin-Claude Danho a réceptionné les clés symbolisant la réouverture de ce stade d'une capacité de 2700 places assises. Des vestiaires de joueurs à la cabine de presse, en passant par les tribunes jusqu'à la pelouse synthétique du parc des sports, tout a été passé au peigne fin durant 12 mois de travaux pour redonner au stade un visage rayonnant. Le ministre Paulin-Claude Danho a exprimé sa satisfaction de voir le parc des sports faire peau neuve avant d'annoncer un vaste programme de construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous allons continuer ce programme. Ça va être le stade de Bondoukou, le stade d'Abangourou, le stade de Daloa, le stade de Mans, le stade de Diéné. Donc c'est un vaste programme qui va se mettre en œuvre pour permettre aux équipes de retourner sur leur terre, de permettre aux équipes d'avoir de l'animation citoyenne dans toutes ces grandes villes. Rénové à hauteur de 637 millions de francs CFA, le parc des sports fait partie des 4 stades retenus
pour abriter les rencontres du championnat de Ligue 1. Il recevra également des compétitions de rugby et de cyclisme. Et la CAN qui avance à grands pas. Le tirage au sort terminé, place au jeu. La compétition démarre le 13 janvier prochain et on connaît désormais le sort des 24 équipes qualifiées. La Côte d'Ivoire, pays hôte logé dans le groupe A, affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Les nations qualifiées connaissent désormais leur adversaire en phase de poule de la CAN. Pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Éliminés en huitième de finale lors de la précédente édition, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de faire mieux pour espérer décrocher une troisième couronne continentale. Les champions d'Afrique 92 et 2015 seront opposés aux Bissau-Guinéens pour le match d'ouverture au stade Alassane Ouattara de Bimpe avant d'en découdre avec le Nigeria et la Guinée équatoriale. Pour accéder au second tour, les poulains de Jean-Louis Gasset devront occuper l'une des deux places qualificatives de la poule A. Pour rappel, la 34e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique est prévue le 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Voilà, récit signé Arsène Kouassi et le stade Félix Houphouët-Boigny est prêt pour le match qui va opposer la Côte d'Ivoire au Maroc demain. Et avant ce match test, notez que les éléphants et les lions de l'Atlas ont pu s'entraîner sur la pelouse du stade et témoignent de sa bonne qualité. Côte d'Ivoire-Maroc sonne comme une revanche pour les éléphants qui n'ont plus battu cet adversaire depuis le 20 janvier 2016. On croise les doigts pour la victoire des éléphants. Je vous propose à présent de faire un tour en bref au niveau de l'actualité. On partira pour Israël, la France et Madagascar avec Angela Diallo. Le nouveau président du Sénat malgache est connu. Il s'agit du général Richard Ravalomanana. À peine officiellement investi sénateur hier 12 octobre, le général a été élu ce matin à l'unanimité. Cette élection survient au lendemain de la destitution de l'ex-président de l'institution. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a poignardé plusieurs personnes au lycée Gambetta, en plein centre de la ville d'Arras, dans le nord de la France. Un enseignant est mort, 2 autres personnes ont également été blessées ce vendredi 13 octobre. L'assaillant, interpellé par la police, était sous surveillance et avait été contrôlé la veille sans qu'aucune infraction ne lui soit reprochée. Ce vendredi, des milliers de Palestiniens se sont réfugiés vers le sud de la bande de Gaza. Cela fait suite à l'avertissement de l'armée israélienne d'évacuer le nord de Gaza dans les 24 heures. En retour, le Hamas avait rejeté tôt ce matin cette décision d'Israël. Et point final de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous très bien.